Bonjour, je m'appelle Marc Lening, je suis doctorant à Brown University en French Studies. Et ici, je travaille surtout sur l'opéra français du XVIIe siècle, donc les tout premiers opéras français, composés surtout par Jean-Baptiste Lully en tant que compositeur et Philippe Quinault en tant que librettiste. Mais là, aujourd'hui, je parle d'un opéra un peu plus tardif, même siècle, mais la toute fin du XVIIe siècle. Et le titre donc de mon intervention, c'est Le Carnaval de Venise, titre de l'opéra, comme voix singulière ou voix plurielle dans le théâtre lyrique en France au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle. Voilà, donc. Dès presque son invention même, la nouvelle forme d'opéra français, conçue concrètement pendant la dernière partie du XVIIe siècle, s'est heurtée à un scepticisme important de la part de nombreuses forces dramaturgiques de l'époque. Pas moins qu'un Jean Racine, ainsi que les doctes strictement en faveur du théâtre soi-disant réglé qu'il soutenait, comptaient parmi les voix les plus décisivement contre cette nouvelle forme théâtrale. Ce débat devait atteindre son paroxysme au moment de ce que l'on appelle la querelle d'Alceste, provoquée justement par l'adaptation lyrique de l'Alcestiste d'Euripide par Philippe Quinault et Jean-Baptiste Lully. Cette œuvre théâtrale, cette œuvre de théâtre musical, a été par ailleurs attaquée avec véhémence, surtout à la base de ses prétendus défauts littéraires, dont l'invraisemblance et une tendresse plutôt précieuse. Tout ça dans ce cadre de tragédie. Tout cela a constitué l'argument fondamental contre cet opéra. Trop de tendresse, trop invraisemblable. De façon paradoxale, la tragédie chantée a elle-même fini effectivement par devoir se légitimer en produisant et en adhérant à son propre ensemble de principes quasi dogmatiques sur la question de la littérature théâtrale en forme de musique. C'était officiellement sanctionné par le roi Louis XIV même, et la tragédie lyrique, ou on peut dire aussi tragédie en musique, est devenue une forme théâtrale prédominante en France. Le public a adoré. Du moins en apparence, alors, une définition unique et omniprésente de l'opéra français semblait en résulter. C'est-à-dire que seule la tragédie lyrique de Lully et Quinault la définissait. Cependant, et c'est l'argument principal de cette intervention, c'est que l'apparente univocité esthétique du monde lyrique du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle également n'est finalement, à mon avis, d'après mes recherches, qu'une apparence, et que la question de ce qui constituait le théâtre musical est en réalité beaucoup plus complexe qu'il peut le paraître. Bon, ça on sait déjà vraiment quand on regarde le siècle en entier, mais c'est vrai aussi que le théâtre réglé est beaucoup plus complexe lui-même qu'il peut le paraître. Mais c'est vrai aussi pour l'opéra. L'opéra baroque n'est pas seulement Lully. Voilà. Je constate qu'un prétendu consensus incontesté ne tient pas compte d'une vraie pluralité de perspectives ou bien pluralité de voix, pour ainsi dire, sur le sujet. En grande partie, comme je l'examinerai ici, ce prétendu accord esthétique et politique est autant une fiction narrative que les intrigues lyriques même qui la mettent en œuvre. Afin d'illustrer cet argument, je vais considérer une comédie lyrique appelée Le Carnaval de Venise, livret écrit par Jean-François Reignard et mise en musique par le compositeur André Campra. À travers cet opéra singulier et fascinant, je vais aborder la question de qui prenait la parole finalement vis-à-vis de l'opéra à l'époque. Quelles étaient en effet les voix dominantes sur la question de l'opéra et comment peut la pluralité de voix chantantes dans cette œuvre carnavalesque nous explique les tendances théâtrales et politiques du moment. Dans une fin de siècle qui inaugure une nouvelle ère illuminée et caractérisée par, justement, une multiplicité de voix.
D'autant plus, les diverses voix dont je parle et qui construisent notre carnaval sont littéralement visibles à travers la fusion de styles et de langues qui y produit une œuvre véritablement cosmopolite franco-italienne. Une telle flexibilité stylistique explicite dans cette comédie lyrique lui permet d'aborder des questions sur la nature même de ce que c'est que le théâtre, des questions qui sont ostensiblement, en tout cas, plus ou moins absentes dans la structure conservatrice de la tragédie lyrique de Quinault et Lully. Plus précisément, le Carnaval de Venise est construit de mise en abîme perpétuelle de façon singulière et riche. Cette autoréflexivité originale de l'œuvre, que je vais examiner davantage plus tard dans mon analyse de l'opéra, est apparente dès le prologue. Dans un rare moment inhabituel de la carrière du librettiste Philippe Quinault, où il réfléchit sur son propre travail théâtral, il faisait ça par exemple beaucoup moins que Corneille ou même Racine, le dramaturge s'explique de façon très nette sur le fonctionnement du prologue. Donc fonctionnement, propagande presque, d'habitude. Donc pour lui, dans cet opéra, Cadmus et Hermione sont tout premiers. Il dit « Ce serpent » dans le prologue devint si terrible qu'Apollon lui-même fut obligé de le détruire. Le sens allégorique de ce sujet est si clair qu'il est inutile de l'expliquer. Il suffit de dire, il explique un peu, il suffit de dire que le roi s'est mis au-dessus des louanges ordinaires. Voilà, donc c'est ça le prologue, c'est l'éloge du prince. Et bien que le prologue du carnaval de Venise de Campra et Regnard reste également un éloge important du prince, ces premières scènes dans leur pièce, à eux, sont explicitement intégrées dans l'œuvre plus large, ainsi débordant la fonction typique d'un prologue d'un opéra, celle d'introduire ce que eux ils font, est différent de seulement introduire un thème général qui va arriver aussi dans l'histoire lyrique qui suit. Pour eux, le prologue est nouvellement intégré dans le reste de l'œuvre. Si je considère dans cet essai la question d'une pluralité de voix, l'opéra de Campra sert d'exemple parfait. D'autant plus, une fois que l'on entre dans les vers du livret du Carnaval de Venise et leur mise en musique par Campra, le nombre de styles ou de voix en question s'accroît encore davantage. Prenant à titre d'exemple l'air célébré de l'acte 3, scène 5, « Mes yeux, fermez-vous à jamais », je constate que l'on y voit, comme dans presque tout l'opéra d'ailleurs, une conception innovatrice du nombre de syllabes très variées, tant qu'elle a été innovée par Philippe Quinault dans ses vers à être mis en musique par Lully. Donc, caractéristique très insolite du vers à être mis en musique. Cette approche s'ajoute justement au déplacement rythmique de l'hémistiche et à l'harmonie vocalique pour laquelle Racine et Regnard tous les deux ont été reconnus. Tout comme dans les livrets de Philippe Quinault, la question du nombre de syllabes dans les vers du carnaval repose sur la prosodie d'une poésie qui doit s'apprêter à la mise en musique. Un attachement inébranlable aux vers alexandrins est incompatible avec une œuvre musicale, laquelle nécessite forcément une plus grande flexibilité rythmique. Et justement, dans cette air chantée par Isabelle, « Mes yeux, fermez-vous à jamais », le nombre de syllabes dans chaque vers varie entre 8 et 12 syllabes, et selon le potentiel effet musical qui complétera la parole écrite. D'après moi, cet air est pour plusieurs raisons le point culminant de l'œuvre, dans le sens surtout où il sert à illustrer la difficulté de catégoriser cet opéra étant, et là je cite, une véritable
hésitation entre deux styles et d'une inspiration indécidable. C'est mouthful. L'originalité de cette œuvre provient aussi d'une question de son genre. Cette comédie lyrique n'est ni entièrement comique, ni entièrement tragique. Cependant, les scènes réellement comiques dans cet opéra sont relativement rares. Dans presque tous les scénarios qui pourraient fournir de la farce, dans toutes les parties du scénario qui pourraient être de la farce, l'on est étonné de voir que Regnard et Campra adoptent plutôt un ton curieusement grave, mais un ton qui n'est pas non plus pleinement tragique dans le sens des pièces de Racine ou de Corneille. À titre d'exemple, l'on peut prendre la scène où Léandre déclare son amour pour Isabelle dans l'aubade de la scène 8 de l'acte 2. « Dites-moi que vous m'aimez, trompez-moi, j'y consens. » Et là, je cite encore, cette seule scène heureuse qui est la leur, c'est-à-dire du couple, la sérénade offerte par Léandre à Isabelle est aussi le cœur de la révélation au jaloux de son malheur. Donc même à ce seul moment qui est, dans le contexte de cet opéra, assez comique, il y a, sous-entendu, un élément tragique et cette question de jalousie réelle. Revenons maintenant à la question de l'air d'Isabelle, mes yeux, fermez-vous à jamais. Un air de toute évidence, loin du moindre aspect comique. Pourtant, lors d'une écoute préliminaire, ce morceau paraît sans aucune ironie. Une plainte musicale sérieuse et purement tragique du style très, très lulliste. Si on le prenait séparément, la poésie et la musique pourraient quasiment être extraites d'un opéra de Lully. Cependant, pendant qu'on l'écoute, on reste néanmoins conscient du fait que l'on n'est point dans le cadre d'une tragédie en musique. Au moment même où on est pris par la tragédie du suicide que l'air prévoit, on se demande si l'on ne s'est peut-être pas fait duper. N'est-ce pas en effet qu'une parodie magistrale ? En considérant cet air de près, on redevient conscient qu'il se situe à l'intérieur du nouveau genre de la comédie lyrique, non pas la tragédie. L'on doit forcément se demander donc si ce merveilleux moment pathétique n'est pas finalement censé nous faire examiner l'excès même du mélodrame au cœur de la tragédie en musique. Dès le début de l'œuvre, à travers un prologue non conventionnel dont les rôles principaux sont consacrés à des ouvriers en train de frénétiquement monter le décor de la pièce à venir, Campra et Regnard se sont explicitement éloignés du théâtre musical tragique dominant. Cependant, dans cette scène d'Isabelle en particulier, textuellement parlant, rien dans la technique poétique nous suggère une parodie. Et là, je vous lis brièvement les paroles de cet air. « Mes yeux, fermez-vous à jamais, ou ne vous ouvrez plus que pour verser des larmes. Le jour est pour moi désormais un sujet de peine et d'alarme. Mes yeux, fermez-vous à jamais, ou ne vous ouvrez plus que pour verser des larmes. Je suis coupable de vos charmes, j'ai trop fait briller vos attraits, et je veux par les mêmes armes me punir des maux que j'ai faits. Mes yeux, fermez-vous à jamais, ou ne vous ouvrez plus que pour verser des larmes. Quand tu descends pour moi dans la nuit éternelle, doit-il m'être permis de voir encore le jour ? Non, non, pour me rejoindre à cet amant fidèle, la plus affreuse mort me paraît trop belle, et ce faire doit ouvrir un chemin à l'amour. » Du point de vue de la nuance poétique de style racinien, c'est-à-dire celle de l'hémistiche dramatiquement déplacée et d'un équilibre harmonieux réfléchi dans les motifs des voyelles, ainsi que de la prépondérance de rimes riches, autant que la variation syllabique de style Quinault qui fournit une complexité rythmique à inspirer une mise en musique affective, ce poème, c'est-à-dire ce texte, ces paroles de cet air d'Isabelle, constitue dans plusieurs sens de la grande poésie, une poésie de grand savoir-faire. En ce qui concerne la musique, tout est aussi pris très au sérieux.
Les vers courts deviennent rythmiquement plus pressés et désespérés. Les paroles monosyllabiques importantes sont musicalement séparées des autres. Et à chaque fois que le texte et la mélodie du refrain reviennent, c'est comme un chant funèbre solennel de plus en plus sombre et poignant. À chaque reprise, mes yeux, fermez-vous à jamais, provoquent davantage du pathos tragique grâce à tous ces éléments musicotextuels raffinés et affectifs qui l'entourent. Cependant, l'on constate en même temps d'un léger soupçon d'excès. L'appel à une belle mort pour l'amour peut paraître presque ridicule, et c'est Isabelle elle-même qui parle de ses regrets superflus. D'ailleurs, il est d'un côté manifestement absurde de dire que se faire doit ouvrir un chemin à l'amour. D'autant plus, les 5 vers de la dernière strophe sont étonnamment en alexandrin, faisant clairement référence, soit sincèrement, soit ironiquement, à la tragédie parlée de ce grand siècle qui clôt. En considérant tous ces éléments ci-dessus, je constate en tout cas que c'est un air de très grande qualité. Il est réellement profond et authentiquement émouvant, tout en provoquant aussi une réflexion sur la nature même de son vrai but théâtral et dramatique dans le contexte de l'œuvre plus large. C'est ainsi une voix singulière qui chante simultanément sa propre pluralité. Si l'on comprend que Racine, tout comme Regnard, jouait assez librement avec l'alexandrin strict, je constate que la particularité que l'on entend dans le Carnaval de Venise est beaucoup moins insolite quand même qu'elle le paraît. Et ceci est essentiel à comprendre. Bien que lors d'une première écoute, on ait bien l'impression que ce carnavalesque multilingue et singulier sort presque de nulle part, c'est néanmoins un opéra qui se situe de façon étonnante à un carrefour des styles musicaux lyriques italien et français, tout en profitant d'un registre de langue assez déroutant par son ton à la fois tragique, comique et ironique. Cet opéra, paradoxalement une sorte de parodie sincère, est un opéra qui ne se conforme pas aux frontières de genre strictement délimitées. Et grâce à cet élément clé de l'œuvre, une véritable pluralité de voix et de styles s'entremêlent afin d'intégrer une série de pièces. Il y a notamment tout un opéra italien au sujet d'Orfeo au sein de la pièce plus large. Cette multiplicité de styles, de voix et de pièces même est primordiale dans la création d'une œuvre dramatique qui nous oblige à aborder la question du fonctionnement du théâtre de manière quasi théorique. Les ouvriers, comme chœur dans le prologue, et surtout la mise en scène finale de l'opéra d'Orphée, brouillent effectivement la distinction entre public et acteur, et donc entre théâtre et réalité. À la fin de cette comédie lyrique, le public se retrouve presque sur le même plan des acteurs des scènes du carnaval lorsque l'on assiste à cet autre opéra, comme et avec eux. Par conséquent, l'on est effectivement transporté au monde carnavalesque de cette Venise à la fois imaginaire et quasi réelle. En conclusion, bien que toujours fort influencé par la tragédie lyrique, Regnard et Campra sont nettement moins obligés à suivre ce modèle théâtral à la lettre, n'ayant pas dû trouver le soutien financier du roi, mais plutôt du dauphin. Cette œuvre constitue une flexibilité beaucoup plus grande vis-à-vis du mouvement entre la tragédie et la comédie, et même entre le monde terrestre et le ciel. En tant que tel, le carnaval est à la fois une voix d'opéra multilingue et plurielle, stylistiquement ambiguë et originale, tout en étant toujours profondément lié à ses prédécesseurs théâtraux et parlés et lyriques. En plus, il est peut-être possible de voir que le carnaval de Venise, étant bien à l'extérieur du contrôle de Louis XIV, annonce une philosophie théâtrale stylistiquement flexible qui caractérisera le théâtre tout au long du siècle à venir. Dans le théâtre des Lumières, l'expérience humaine soi-disant authentique et la pluralité de voix qui y va de pair occuperont de plus en plus le devant de la scène. Merci.